Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. On parlera de sport, mais on ouvrira avec les caisses à savon. C'est la grosse actualité à ne pas manquer, ça sera ce dimanche, regardez. Caisse à savon dans les rues de Vasselonne le 9 juin. Philippe Volgeffard sera notre invité. Michel Béretz et Laurent Neuerbourg seront sur ce plateau, président du club de Strasbourg-Alsace Rugby, le SAR qui prend la suite du Rugby Club de Strasbourg qu'on connaissait sous le RCS. Valérie Zago nous raconte les terroirs avec notamment le grand cru Stein-Grubler, c'est à Wettelsheim. Et tout à l'heure, dans le magazine du logement et de l'habitat avec la Cibar, on découvrira le Street Album. Comme tous les jeudis, il y aura l'humeur du jour de Mathieu Chanvillard. Tout cela, c'est après le JT Anna Britz. Bonsoir à tous et à la une de ce JT. À la veille du coup d'envoi de la Coupe du Monde féminine de football, zoom sur l'essor du foot féminin dans la région. À l'occasion de la Semaine internationale des archives, nous vous emmènerons dans les coulisses des archives départementales du Haut-Rhin. Elles abritent des milliers de documents datant de la fin du VIe siècle jusqu'à nos jours. Et puis d'autres coulisses à découvrir dans ce JT, mais aussi ce week-end lors de portes ouvertes, celle de la mosquée Ayoub Sultan en construction à la Méno à Strasbourg. C'était hier soir à Kinsheim la finale de la Coupe du Grand Est féminine en football. Opposaient les Strasbourgeoises du Racing à celles de la Museau, deux des meilleures équipes alsaciennes. Et ce sont les joueuses de la Museau en gris qui se sont imposées sous les yeux de plusieurs centaines de spectateurs. Une victoire acquise au tir au but, le score était de 1-1 à la fin du temps réglementaire. Mais avant cette rencontre, de toutes jeunes footballeuses ont elles aussi pu fouler le terrain lors d'un tournoi organisé pour l'occasion. Le développement du football féminin va crescendo en Alsace et il peut encore s'accélérer avec le coup d'envoi demain de la Coupe du Monde en France. Gilles Kunz et Martin Coel. Les gestes sont encore un peu maladroits, mais la passion du ballon rond, elle, est déjà là. En levée de rideau de la finale de la Coupe du Grand Est hier à Kinsheim, 8 sections féminines de clubs locaux étaient regroupées lors d'un tournoi organisé par le district d'Alsace. Les jeunes footballeuses ont entre 5 et 8 ans et s'amusent à reproduire les gestes de leurs aînés sous les yeux de leurs parents. Des parents qui n'hésitent plus à enfiler des crampons à leurs filles. De la catégorie des pitchounettes de 5-6 ans à l'encadrement, le football se féminise aujourd'hui à tous les niveaux. Ça rassure les parents d'avoir leurs filles au sein d'un groupe de filles encadrées par des femmes. Ça n'empêche pas la mixité, mais voilà. Je pense que maintenant, en pouvant voir ce qu'une jeune fille jouant au foot devient étant adulte, c'est-à-dire en pouvant voir les matchs à la télévision sur TF1 à une heure de grande audience, ça va faciliter les choses. Ce qui est important pour nous, c'est qu'une majorité de femmes puissent aussi encadrer des petites filles. Et c'est ce qu'on essaye de par la formation, mais aussi de par les plateaux le samedi. Les sections féminines dans les clubs alsaciens se multiplient. Aujourd'hui, le district d'Alsace compte 5400 footballeuses, la Ligue Grand Est 13 000. Principale raison de cette augmentation, une équipe de France de plus en plus performante et une médiatisation grandissante. On était dans l'anonymat total en équipe de France, il n'y avait pas un photographe, pas une caméra, il n'y avait rien du tout, personne dans les tribunes. Aujourd'hui, effectivement, c'est médiatisé, c'est encadré. Et un des déclencheurs était déjà une Coupe du Monde en 2011 en Allemagne, quand l'équipe de France atteint les demi-finales. On espère aussi de bons résultats avec la Coupe du Monde. Forcément, si l'équipe de France est championne du monde, je pense que ça peut encore ramener quelques filles sur nos terrains le samedi. La pression est donc désormais sur les épaules des joueuses de l'équipe de France. Les Bleus débutent leur mondial demain soir face à la Corée du Sud à Paris, dans un Parc des Princes à guichet fermé. Une bonne performance des Françaises durant ce mondial et nul doute que le football féminin connaîtra un nouveau boom. Le 25 avril dernier, le maire de Strasbourg, Roland Ries, signait un arrêté anti-mendicité. Il vise les comportements dits agressifs dans 3 lieux de la ville. Mais des voix se sont très vite levées pour le contester et elles ne faiblissent pas. Dernier épisode en date, le collectif Le Labo Citoyen attaque cet arrêté devant le tribunal administratif et d'autres collectifs se mobilisent en collant des affiches dans les rues de Strasbourg. Un reportage signé Camille Roland, Fanny Kunz et Gilles Kunz.
Pinceau à la main, les militants du collectif éphémère Aimons-nous toutes ont collé cet après-midi des affiches dans les rues de Strasbourg. Après un premier appel, plus de 1000 affiches réalisées par des citoyens ont été récoltées. Leur volonté, militer pour le droit à l'espace public, pour les sans-abri et les exilés. Alors là, je colle une affiche qui me plaît beaucoup. C'est une des nombreuses affiches qu'on a reçues. C'est la cathédrale de Strasbourg et sur cette cathédrale, il y a des gens qui dorment, qui sont empalés. Ça montre en fait toute la violence en fait que peut avoir une politique. Toute cette diversité de dessins qui ont des styles différents, qui proviennent de personnes différentes, qui ont des âges différents. Ça montre en fait tout simplement que cet arrêté n'est pas démocratique et qu'il doit être supprimé. Notre but, c'est de prendre l'espace public en fait à partie et d'inviter les passants à se faire une opinion sur cet arrêté et à du coup les appeler à nous rejoindre dans cette lutte. L'arrêté vise à sanctionner l'occupation de manière prolongée des voies publiques d'une amende de 38 € pendant la période estivale et le marché de Noël. Il concerne 3 secteurs du centre-ville de Strasbourg, la place du marché neuf, celle du Temple neuf et la rue des Grandes Arcades. Et les actions contestataires ne s'arrêtent pas là. Le Labo citoyen a annoncé aujourd'hui son intention d'attaquer l'arrêté devant le tribunal administratif. C'est des personnes en fait qui sont marginalisées. Donc déjà au niveau situation, ce sont des personnes précaires qui ont le droit de circuler effectivement, qui ont le droit de faire des demandes. Il y a des propositions concrètes qui ont été faites via le Labo Ville Refuge. On l'a mis sur la table, on l'a transmis, on a mis en ligne une pétition et malheureusement on a constaté qu'au lieu de prendre des solutions, ils ont préféré faire un arrêté anti-mendicité pour directement stopper en fait la pauvreté. Et donc éjecter ces personnes-là en dehors de la ville. C'est quelque chose qui n'est inacceptable et il faut vraiment que la ville de Strasbourg soit une ville hospitalière et non une ville qui fait des arrêtés à tout va pour faire plaisir à certains commerçants ou à certaines élites de personnes. Des solutions concrètes à la mendicité ont déjà été proposées par le collectif strasbourgeois, comme la création de 500 places d'hébergement d'urgence. Après des manifestations et l'appel des 123, texte signé par des élus, citoyens et associations pour montrer leur indignation face à cet arrêté, la justice est un nouveau moyen pour les contestataires de se faire entendre. Devant le tribunal administratif, on aura 2 procédures, une qui est longue, qui est sur 1 ou 2 ans, puis une où on demande, parce qu'on considère qu'il y a une urgence à suspendre, là surtout avec la période de l'été où toutes les structures d'accueil vont être fermées. On a ces textes d'ordre pénal et réglementaire, que ce soit pour les chiens, que ce soit pour la mendicité agressive, que ce soit pour les problèmes en état d'ébriété sur la voie publique. On a vraiment un panel d'actions qui sont suffisantes, donc ce n'était pas nécessaire de le faire. Pour nous, c'est une prise de position politique qui a été faite et je compte remettre du droit là-dedans. Pour le recours en urgence, une audience devrait se dérouler en juin. En attendant, les actions de lutte pour le retrait de l'arrêt anti-mendicité devraient se poursuivre. Samedi après-midi, le Labo citoyen organise un sit-in de protestation, place Kléber. Il y a 2 semaines, nous vous présentions les coups de cœur du 48e Grand Concours des vins d'Alsace. Nouveauté, les gagnants ont remporté une campagne de publicité inédite dans toute l'Alsace. Ainsi, 16 viticulteurs locaux sont passés devant l'objectif aujourd'hui à Soultzmatt. Romain Hirt y a assisté. Et c'est dans la boîte. Entre shooting photo et interview, les meilleurs viticulteurs de l'année 2018 ont en ce moment une vie de star. L'objectif de cette campagne inédite, redorer le blason des cépages alsaciens en mettant en valeur la personnalité de leurs producteurs. Mon but à moi, c'est de photographier les vignerons en fonction d'un mot-clé qu'ils ont sélectionné pour caractériser leur image. Il y en a certains, ça va être la passion, l'authenticité, le dynamisme, la complicité. Et donc du coup, moi, mon but, c'est de faire ressentir ça sur la photo, dans la posture. C'est des portraits assez serrés parce qu'un vigneron, ça a des marques, ça a des rides, ça a des traits vraiment spécifiques. Et du coup, en photo, mon but, c'est vraiment de le faire ressortir parce que je trouve que ça montre un petit peu aussi le travail qu'il y a derrière. Un travail récompensé par des trophées, mais pas encore assez par les clients. C'est pour cette raison que le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace lance une campagne de publicité inédite, mêlant photographie et vidéo. À notre connaissance, c'est la première fois qu'une interprofession en France fait ce genre d'initiative. On veut inscrire les vins d'Alsace dans leur temps, on veut vivre dans l'air du temps, être dans l'air du temps. Par exemple, vivre avec les réseaux sociaux, donc ces clips vidéo, ils seront diffusés sur les réseaux sociaux, de manière à partager en un temps réduit une histoire, un condensé du trait de personnalité qui se cache derrière chaque vigneronne, derrière chaque vigneron. Ces vidéos de présentation seront bientôt visibles sur les pages dédiées aux vins d'Alsace.
Chaque domaine y fait une présentation de son histoire, de son équipe et de son cépage. Une aubaine pour ces entreprises viticoles, pour certaines encore peu connues du grand public. C'est bien de savoir que l'on fait de bons vins, que l'on a des médailles, que nos vins sont reconnus dans les plus grandes tables à travers le monde. Mais par contre, il faut absolument que le consommateur en ait également conscience et que lorsqu'une personne va au supermarché pour acheter une bouteille de vin, qu'elle pense avant tout au vin d'Alsace. Et puisqu'une image vaut mieux que 1000 mots, rendez-vous à la rentrée pour admirer les portraits des meilleurs viticulteurs alsaciens. C'est actuellement la semaine internationale des archives. À cette occasion, nous vous emmenons maintenant derrière les portes des archives départementales du Haut-Rhin. Le bâtiment abrite des milliers de documents datant de la fin du VIe siècle jusqu'à nos jours. Collecte, classement, conservation et communication, voilà les grandes missions du service que nous présente Marine Zis. C'est dans cette ancienne caserne de cavalerie que sont conservées toutes les archives du Haut-Rhin. Elles sont réparties sur 30 km d'étagères et stockées dans des conditions climatiques bien précises. Entre 18 et 22 degrés, avec un taux d'humidité situé entre 40 et 50%. Ici, on retrouve des documents sur papier, sur parchemin, mais aussi des CD ou encore des DVD. Et le bâtiment regorge même de quelques trésors. Nous avons la chance d'avoir un document tout à fait particulier qui concerne cette fois-ci le monastère d'Unterlinden. Donc actuellement le musée est installé dans les bâtiments de l'ancien monastère des dominicaines d'Unterlinden. Et ces dominicaines ont fait dresser à la fin du XIVe siècle un registre des droits qui leur étaient dus à Colmar. Donc il s'agit d'un document très particulier qui est composé de tablettes de bois dans lesquelles tablettes ont été creusées 2 rigoles. Dans l'une, on a collé une feuille de parchemin avec en rouge le titre ou le nom de la rue et le nom des personnes qui devaient payer quelque chose. Et dans la deuxième colonne, c'était une colonne où on a coulé de la cire. Et si vous regardez en lumière un peu rasante, vous pouvez voir encore un certain nombre de brouillons. Tous les documents ne sont pas archivés car certains ont été endommagés avec le temps. Les archives départementales disposent ainsi d'un service de restauration afin de les remettre en état. Ça, c'est l'exemple type de l'acidité de l'encre. Vous avez une encre très acide et donc vous voyez qu'elle a complètement mangé le papier. Et donc la restauration ici a consisté à combler le manque, c'est-à-dire tout ça c'était des trous, bien sûr. Et donc le document maintenant est consultable. Quand on a traité ça, c'est un peu plus compliqué. Alors là, si vous voulez, parfois on les garde, mais il n'y a pas forcément de solution. Si les documents ont pu être restaurés, ils seront alors consultables comme toutes les autres archives, librement et gratuitement dans une salle de lecture. Et ici, ce sont principalement des historiens que l'on retrouve. Ils consultent soit le document original, soit leur duplicata sur un microfilm. Mais les archives sont désormais de plus en plus numérisées et peuvent ainsi être observées directement sur le site internet des archives départementales. Et puis d'autres coulisses à découvrir maintenant, celle de la mosquée Ayoub Sultan dans le quartier de la Ménauf à Strasbourg. En chantier depuis bientôt 3 ans, elle ouvrira ses portes au grand public tout le week-end. Camille Roulant et Fanny Kunz. Il y a 3 ans, dans cette rue du quartier de la Ménauf, s'élevait encore un ancien hangar industriel, réhabilité en mosquée depuis 1996. Mais les infiltrations d'eau, l'effritement du plafond et la hausse de la fréquentation ont poussé les responsables du lieu à entamer des travaux d'ampleur. Actuellement, 50% du gros œuvre est achevé. Encore 2 à 3 ans sont prévus pour finir le bâtiment et surtout, ces décors entièrement réalisés par des artisans turcs. On a décidé de retravailler sur un nouveau projet. Mais il fallait que ça soit un projet qui soit digne de la ville de Strasbourg, avec la richesse des religions et des cultures que nous avons dans cette ville. La particularité, c'est qu'on aura une mezzanine de 300 mètres carrés, qui veut dire qu'on aura quasiment en brut 1300 mètres carrés pour la partie cultuelle,
Après les aménagements, je pense qu'on pourra prier comme l'effectif actuel à hauteur de 2000 voire 2500 personnes en même temps. C'est une architecture qui reprend beaucoup de civilisations. Nous pouvons retrouver la civilisation des Timourides, des Omeyyades, des Ottomans, des Seldjoukides, des Byzantins. Il y a un petit peu de tout là-dedans. Ça va vraiment représenter une architecture qui ouvre ses portes à toutes les civilisations. À terme, la salle de prière de près de 900 mètres carrés et sa mezzanine pourraient accueillir environ 2400 fidèles, ce qui en ferait l'une des plus grandes salles de prière en Europe. L'objectif pour la communauté musulmane turque aux manettes de cette mosquée, avoir un lieu cultuel et culturel ouvert sur les autres communautés religieuses. Açık kapı günlerini neden yapıyoruz? Çünkü biz net olmak istiyoruz ve bütün dini cemaatlere de açığız. Hangi dine mensup olursa biz onlara açığız. Gelsinler camimizi görsünler, baksınlar ve bizim ne olduğumuzu görsünler. Bizi ancak böyle tanırlar. Kendimizi ancak böyle tanıtırız. Pour en savoir plus, des portes ouvertes sont organisées tout le week-end et jusqu'à lundi. L'ouverture de la mosquée est prévue pour 2021 ou 2022. Et pour terminer ce journal, c'est l'image du jour, Olivienne. C'était la caisse primaire d'assurance maladie. Demain, ce sera peut-être chez vous. Étonnante mise en vente sur une plateforme d'enchères aujourd'hui à Strasbourg. Cet immeuble en grès rose des Vosges a été construit en 1913 et vous offre plus de 3000 mètres carrés à un petit kilomètre de la cathédrale. Certes, quelques travaux sont à prévoir et surtout notez bien que les enchères démarrent à 2 800 000 €. Quand même. Merci beaucoup Anna pour ce JT. Le plateau du soir, Mathieu Chanvillard, Valérie Zago qui nous rejoignent, Philippe Vollgeffardt. On parle des courses de caisse à savon. On parlera de rugby avec Michel Béretz et Laurent Neuerburg. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Petit tour avant par le temps en Alsace. Et on va attaquer, on va regarder, tiens, qu'est-ce qu'il va faire comme temps ce dimanche. Regardez, c'est parti. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. C'est un vendredi qui devrait bien se passer puisque le soleil sera bien présent sur l'ensemble du territoire alsacien aux frontières rhénanes, alternance entre éclaircies et passages nuageux. Les valeurs dans votre matinée, il fera 10 degrés à Saverne et Mulhouse, 11 degrés sur le reste du territoire alsacien ainsi qu'aux frontières rhénanes. L'après-midi, du soleil, des nuages et quelques ondées orageuses sur l'ensemble de l'Alsace. Les valeurs quant à elles seront à la hausse puisqu'il fera 25 degrés, ce sera à Mulhouse, 26 degrés à Saverne ainsi qu'à Colmar, 27 degrés de Brumath jusqu'à Wissembourg. On retrouve ces 27 degrés du centre jusqu'au nord de la région du Bade-Württemberg, 24 degrés à Fribourg et 26 degrés à Bâle. Votre journée de samedi, regardez, elle sera lumineuse et les valeurs iront entre 20 et 22 degrés dans votre après-midi. En ce vendredi, nous célébrons les Gilbert. Le soleil se lèvera à 5h28 pour nous dire au revoir à 21h27. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Découvrez DS3 Crossback dans votre DS Store Colmar et Haguenau et au DS Salon de Saverne. Et notre invité ce soir, Philippe Vollgeffardt. Comment va Philippe ? Il va très bien. Il peut, il organise surtout de l'insolite. Ça se passe ce dimanche et les courses de caisse à savon de Vasselonne. Juste avant qu'on voit des images, c'est super populaire. Il y avait combien de personnes l'an dernier ? L'année dernière, on était à près de 2000 personnes. 2000 personnes. 2000 personnes. Et là, ça va se passer sur la journée uniquement de dimanche. C'est quoi ? C'est une course de caisse à savon, c'est pour rire ou c'est pris très au sérieux par ceux qui participent ? Alors, c'est principalement pour rire, mais il y a des spécialistes. L'année dernière, on avait des gens qui ne cherchaient que... Enfin, des participants qui ne cherchaient que le résultat et surtout la performance. Ah bah tiens, parce qu'on a la pole position. Vous voulez voir ouais. Alors la pole position, c'est plutôt impressionnant. Regardez, on va même la commenter. Regardez ces images. C'est un circuit, c'est un tracé qui fait combien, Philippe ? Alors celui-là, c'est pas Vasselonne. Ah, c'est pas Vasselonne. Ah non. Ah bah on avait la pole position, c'était où ça ? C'est vos concurrents. Ah voilà. Eh ben vous allez quand même regarder jusqu'au bout parce que nous vraiment on a été bluffés.
Regardez la vitesse où ça passe. Il n'y a évidemment pas de moteur, puisque c'est le principe même de la caisse à savon. Voilà, sur les pavés, ça bouge plutôt pas mal. Et là, il y a le petit virage. Faut pas le rater, parce qu'à un moment donné, il touche même le muret. Ça, c'est des gens, voilà, attention, boum. C'est quoi? On cherche la performance dans ces cas-là? C'est ce que vous disiez? Oui, vraiment, il y en a qui sont là pour descendre le plus vite possible. Voilà, il y en a qui descendent sur 32 secondes sur le circuit. Voilà, il y en a d'autres qui mettent plus d'1 minute, mais ils sont là pour le show. Et bien justement, moi, ce que je propose, ça va être le teaser. C'est l'événement qui se déroulera ce dimanche de 10h à 23h. Regardez. Voilà, là on était chez vous, Philippe. Là on est à Vasselane. Allez, parlons de votre circuit. C'est quoi? C'est combien de temps pour le descendre? 32 secondes pour les meilleurs et 1 minute, voire 2 minutes pour les plus drôles. Voilà, merci. Alors les plus drôles, regardez par exemple, c'est ce qu'on voit là à l'antenne. Il y en a qui se déguisent en singe, il y en a qui ont des voitures roses de toutes les couleurs. C'est le but du jeu finalement, c'est on fabrique sa voiture avec les copains. C'est le concept d'origine des caisses à savon qui est né donc au Québec. Voilà, et chaque année, il y a par exemple ce couple-là qui vient chaque année avec sa petite fille. En début de course, elle est les yeux éveillés. Par contre, sur la nocturne, une des dernières courses, elle les fait en dormant. Et dans confiance en ses parents. C'est quoi la règle du jeu, à part du fait qu'évidemment il n'y a aucune propulsion, pas de moteur de quel que ce soit, il n'y a aucun contrôle, on n'est pas obligé d'avoir des freins, on n'est pas obligé d'avoir, on peut mettre un volant, un guidon, enfin il y a une réglementation ou c'est complètement libre? On a simplement quelques normes de sécurité quand même, parce que dans les descentes, on a aussi quelques petits virages qui sont assez sympathiques, mais l'idée c'est vraiment de s'amuser. Voilà. Et on a quelques normes au niveau des sécurités qui permettent de remonter les véhicules assez rapidement. Mais sinon, l'objectif, c'est de s'amuser. 32 secondes, c'est un plaisir assez court. Oui, mais... C'est ce que dit souvent votre femme. Tout à fait, exactement. Comment vous le savez d'ailleurs? Il y aura une descente nocturne. Oui. Alors, elle est à 22h. Tiens, j'ai un doute maintenant avec... ça se finit à 23. Donc oui, à 23h, il y a un feu d'artifice qui est tiré au centre-ville de Vasselane. Mais à partir de 22h, il y a la descente nocturne. Voilà. Avant, il y a encore un spectacle avec des cracheurs de feu. Voilà, j'adore ces voitures qui passent. Ah, ça, c'est la cerise de la fête de la cerise de Westhoffen. Ils sont là chaque année. Voilà. Et ça veut dire qu'on prépare son petit bolide, on le chouchoute Il y en a, c'est vraiment il y en a qui les construisent vraiment en totale confidentialité. Ils ne veulent absolument pas qu'il y ait des choses qui se sachent avant. C'est la Formule 1, surprise. Il y a des écuries. C'est quoi? C'est les gens de la commune ou il y a des gens qui viennent d'un petit peu partout avec leurs engins? Non, alors il y a des gens de la commune, il y a des associations, il y a des particuliers, il y a des enfants. Cette année, il y a près de 25 équipages enfants et à peu près 35 adultes. Donc qui viennent ou de la ville, ou il y en a qui viennent également de Lorraine. On a les gendarmes de Lorraine qui viennent, mais enfin, pas les vrais. Ils viennent pour flasher qui viennent pour flasher et voilà, et chaque année ils nous mettent une ambiance très sympathique. Voilà, ça me fait penser à des voitures radars qu'on avait pu voir, peut-être pas chez vous, mais dans d'autres endroits en Alsace, comme celle-ci là. Voilà le radar. C'est le monde à l'envers. Il n'a pas été tagué celui-là, non. Mais il n'a pas l'air de bien marcher. Voilà d'autres voitures assez délirantes. Le casque évidemment pour les petits jeunes. Ils peuvent commencer à quel âge les petits gamins? Il y en a, la petite fille dont je parlais, elle a 4-5 ans. Voilà, enfin maintenant elle en a un peu plus. Mais sinon 8-9 ans, voilà. Voilà, à ne pas manquer, ça se passera ce dimanche. C'est quoi le prix d'entrée? 0. C'est pas beau ça, c'est gratuit. C'est pour tous les habitants évidemment de Vasselane, mais pas que, puisque toute l'Alsace est attendue dans ces 4e courses de caisse à savon. Tous les jeudis, c'est l'humeur du jour de Mathieu Chanvillard.
Je suis vieux, c'est officiel, hein, je suis vieux, je pensais pas trop, mais en fait un peu si quand même. Quand vous avez 2 adolescents à la maison, à force de leur faire des remarques sur leur manière de parler ou de s'habiller, vous voyez dans leur regard une expression qui veut dire « Ouais, peut-être que t'as raison papa, mais en fait c'est une remarque de vieux ». Tous les parents ont déjà fait cette douloureuse expérience. Donc j'avais ce pressentiment, mais c'est officiel, hein, je suis vieux, même si je suis le plus jeune sur ce plateau, je pense. Ouais, c'est sûr, ouais. Le buffle. J'ai vu ça mardi quand j'ai vu cette image, cette photo hein, de l'actualité, le président de la République remettant la Légion d'honneur aux footballeurs de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde l'an passé. Alors Dieu sait que j'aime le sport et le football et cette équipe, j'étais très content quand ils ont gagné, tout ça, mais quand même, moi je suis un vieux hein, du XXe siècle donc, j'avais compris que la Légion d'honneur c'était pour les très grands hommes de la nation, un peu comme le Panthéon, tout ça, pour les grands scientifiques, pour les Arnaud Beltrame, le gendarme de Trèbes, ou pour les militaires qui libèrent les otages, tout ça, pas forcément quand même pour les footballeurs. Mais je suis fair play, hein, j'applaudis. Je dis bravo, hein, tous ces footballeurs de l'équipe de France avec leur Légion d'honneur rejoignent donc, même pas le panthéon du sport français, hein, plus que ça, tous les grands hommes qui ont servi la France et la nation, qui donc leur reconnaissent leur mérite éminent. Mérite éminent, hein, c'est l'expression, je pense, c'est la condition pour recevoir la Légion d'honneur qui justifie donc cette distinction. Mérite éminent, donc, même pour Alphonse Areola, le 3e gardien, donc le 2e remplaçant, qui n'a pas joué une seule seconde d'un seul match de la Coupe du Monde. Il n'avait rien à faire, mais il l'a très bien fait avec un mérite éminent qui lui vaut donc la Légion d'honneur à lui aussi. Oui, bon voilà. Mbappé, Griezmann, Hugo Lloris rejoignent donc et deviennent donc ainsi les égaux des grands hommes à qui la France a également reconnu ses mérites éminents. Il y en a eu plein, il y en a eu beaucoup, il y a eu presque, je crois, 1 million de récipiendaires dans l'histoire, de quoi faire une belle équipe notamment, hein. Mbappé et Griezmann rejoignent donc quelque part, ils pourront matcher contre une très belle équipe que j'ai constituée avec Carlos Ghosn, Harvey Weinstein, Maurice Papon, Isabelle Balkany et Vladimir Poutine. Ça c'est une belle équipe de Légion d'honneur qui a du niveau. D'ailleurs ils avaient éliminé en demi-finale une autre très belle équipe, hein, avec Michel Polnareff, Michel Leb, Mimi Mati, Christian Clavier et Muriel Robin. Ça c'est pas de la Légion d'honneur. Bon, normalement pour recevoir... C'est vrai ce que vous dites. Hein. Tout est vrai, tout est vrai. Normalement, pour recevoir la Légion d'honneur, il y a le mérite éminent. Hein. Il y a un second critère, c'est qu'il faut avoir exercé ce mérite au service de la nation pendant au moins 20 ans. Alors Kylian Mbappé, lui, ça fait pas tout à fait 20 ans qu'il joue au football avec mérite éminent. C'est-à-dire que lui, la Coupe du Monde, il avait même pas encore 20 ans. Mais on va pas chipoter pour quelques années. Puis c'est difficile d'en vouloir aux joueurs qui, quelque part, quand même, eux n'ont rien demandé. Hein. C'est là qu'on se dit que peut-être que remettre la Légion d'honneur, ça fait parfois plus plaisir à celui qui la remet qu'à celui qui la reçoit. En l'occurrence, le président de la République, très content d'être sur la photo à côté des champions. Alors moi, je n'ai pas la Légion d'honneur, hein, je suis donneur tout court. Donneur kebab, donneur de sang, donneur de leçons, ça c'est très facile. Et comme il y a une promotion le 14 juillet, hein, ça se prépare. Alors moi j'ai quelques propositions, ça serait bien qu'il n'y ait pas que des stars. Hein. Les stars c'est très bien, ça éblouit, mais ça éclaire pas forcément beaucoup. Moi je verrais bien plutôt des gens qui éclairent un petit peu le quotidien. Vous voyez, genre des profs de ZEP, des médecins et des infirmières des urgences, des travailleurs sociaux qui s'occupent de, je sais pas, des enfants handicapés, des personnes âgées, tout ça. Voilà, moi ça me plairait bien. Des gens qui ont vraiment donné, eux, au moins 20 années de leur vie pour les autres, pour la nation et pour le quotidien des gens. Et puis pas seulement pendant 90 minutes. Merci beaucoup, voilà, à méditer, à cogiter. Ça va, Michel Béretz ? Ça va bien, merci. Voilà, comment va pour le rugby ? Très bien, merci. Vous êtes prêts parce que c'est à suivre pour vous. Hein. Alors, on va parler du SAR, nouveau club, nouvelle intitulée, nouvelle appellation, c'est à Strasbourg. Ça sera suivi de Valérie Zago pour le meilleur de nos terroirs alsaciens et c'est juste après ça. Et on parle rugby à présent, dans 24 heures en Alsace, avec Laurent Neuerbourg. Vous êtes le président du Strasbourg Alsace Rugby, le SAR, et Michel Béret, secrétaire général du SAR. Comment allez-vous, messieurs ? Très bien. Ouais, en tout cas, on consulte avant. Ouais, il se consulte. Voilà. On dit que ça va, ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on dit, président ? On dit que ça va. La vie d'un club, vous allez le comprendre, n'est pas un long fleuve tranquille. Vous venez de reprendre le Rugby Club de Strasbourg, qu'on connaissait sous RCS, rebaptisé maintenant le SAR, Strasbourg Alsace Rugby. Le RCS a été placé en liquidation judiciaire. C'était le 25 février, il y a quelques mois, 2019. Pour qu'on comprenne bien, que s'est-il passé, Michel Béretz ? On avait plus de dettes qu'on avait de ressources, donc on a décidé de tourner la page autant que faire se peut et recréer quelque chose de solide et de pérenne. Voilà, et sportivement, vous étiez en 3e division, en 4e division, on va dire, cette saison. Juste qu'on comprenne bien, le fait, Laurent, de reprendre un club, fait que vous êtes en quelle division maintenant ? Alors, on a rencontré la Fédération française de rugby et la Ligue Grand Est hier, et donc aujourd'hui, ils se sont positionnés sur une reprise du championnat au niveau honneur, donc juste en dessous de la Fédérale 3.
Donc il y aura un petit peu de boulot maintenant. Il y aura un petit peu de boulot, mais on nous a certifié qu'on pourrait jouer les phases finales et donc on devrait pouvoir retrouver le niveau fédéral dès la saison, enfin pas qui vient, mais celle d'après. Ce qui avait disparu, c'est l'équipe pro, l'équipe qui avait joué en 3e division Fédéral 1 il y a quelques années. On va dire le noyau amateur, les équipes de jeunes, tout ça existait toujours? Alors, c'était un petit peu le but à la base de la création de cette nouvelle association, c'était sauver le championnat de nos jeunes joueurs, qui aujourd'hui, pour les moins de 16 et les moins de 18, évoluent au niveau national 2. C'est une place qu'ils ont gagnée sur le terrain, donc il était impossible pour nous de casser la saison et de ne pas les laisser poursuivre. Pour l'équipe senior, c'est pas la même chose dans la mesure où le championnat s'est arrêté à la liquidation du club. Justement, que sont devenus, il y avait des joueurs pros, néo-zélandais, sud-africains, géorgiens. Ils sont, qu'est-ce qu'on fait? On leur dit salut les gars. Pour beaucoup, aujourd'hui, ils ont retrouvé des nouveaux clubs qui sont partis à Bourgoin, Beaune, etc. Il y en a l'un ou l'autre qui est encore en Alsace, mais ce n'est pas la majorité des joueurs. La plupart ont retrouvé un nouveau club. Le but, c'est se reconcentrer sur les équipes de jeunes ou c'est vraiment repartir sur le niveau, cette équipe en Fédéral 1 qu'on voit sur ces images? Ça, c'est cette saison en Fédéral 2, mais qui était en poule élite de Fédéral 1, il y avait un projet presque quasiment de rejoindre la Pro D2 à moyen terme. Ça, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité ou c'est vraiment passé au second plan maintenant? Aujourd'hui, on souhaite relancer le club grâce à la formation de nos jeunes joueurs. Ce qui a bien fonctionné ces dernières années, c'est la formation des jeunes joueurs. Donc j'ai parlé des moins de 16 et des moins de 18, mais je pourrais très bien parler des moins de 14 aujourd'hui. On a un formidable groupe qui est champion du Grand Est et qui ce week-end a joué à Chartres face aux champions du Nord et de l'Ouest, du Nord-Ouest. Et donc c'est la seule équipe à n'avoir perdu aucun match. Donc on a aujourd'hui pour ambition de reconstruire le club grâce à nos anciens espoirs de l'année dernière, quelques anciens joueurs qui souhaitent rester avec nous, mais aussi avec toute la génération de jeunes joueurs qui viennent derrière. Michel Béretz, comment on continue avec une école de rugby? Un club pro a souvent une école de rugby. Comment vous allez travailler sur celle-ci? Alors, on veut vraiment développer une logique de filière, effectivement, avec toute l'équipe de direction du nouveau club. On ne peut pas se précipiter vers une ambition de très haut niveau sans avoir consolidé tout ce qui nous a manqué de par le passé. Donc effectivement, on parlait d'école de rugby, on a une ambition de recrutement, d'enrichir l'école de rugby et de créer une filière complète de joueurs de haut niveau à Strasbourg, ce qui n'existait pas forcément aujourd'hui dans le bon tempo, puisque le tempo des jeunes n'est pas forcément le tempo des équipes professionnelles. Donc aujourd'hui, c'est effectivement rester au niveau où on se trouve et faire en sorte que ce niveau-là se déverse sur les équipes seniors qui elles-mêmes vont pouvoir monter progressivement au fur et à mesure que le niveau des jeunes augmente. Et on a agrémenté ça d'une autre ambition, c'est de faire de Strasbourg un pôle d'excellence pour la formation des jeunes en ayant pour ambition aujourd'hui de proposer aux jeunes, et ça viendra probablement dans les mois à venir ou probablement l'année à venir, des partenariats forts avec de très bonnes écoles du territoire et aussi avec l'Université de Strasbourg. Des écoles, des lycées, l'université. Voilà. Mais ce qu'on veut, c'est vraiment... trouver un vivier, en fait, On veut trouver un vivier, en fait. Ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que faire tourner un grand club de rugby dans une terre qui n'est pas encore une terre de rugby, c'est coûteux et c'est compliqué. Ça veut dire que vous, quand vous étiez jeune au gymnase, quelqu'un serait venu en disant « Tiens, toi tu fais un petit peu de rugby, viens chez moi, viens au SAR ». En gros, c'est ça? Non, ce serait plutôt l'inverse, c'est de dire quelqu'un qui jouerait déjà très bien au rugby, un jeune qui serait très bon au rugby et qui aurait un très bon niveau scolaire, on serait en capacité de l'attirer à Strasbourg de par la dualité des niveaux, à la fois scolaires et il ferait ses études dans un bon collège. Voilà, avec des débouchés après sur l'université aussi. Vous l'avez évoqué, l'Alsace n'est pas encore ou pas une terre de rugby. Le nombre de clubs dans la région est quand même encore relativement faible. Le rugby club de Strasbourg n'a quand même pas vraiment trouvé son public. C'est quoi? C'est les pratiquants qui sont en avance? Qu'est-ce qui manque encore? Est-ce que ça peut se développer? Est-ce que vous y croyez? On y croit, sinon on ne serait pas là. Et voilà. On y croit, oui, parce que en termes de pratiquants. Clairement, ça croît. C'est un sport qui naturellement croît le plus vite. C'est aujourd'hui les deuxièmes plus fortes audiences derrière le football en France. Mais effectivement, la densité de pratique n'est pas du tout la même que dans le sud-ouest. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de ramener la pratique au plus près de ceux qui veulent pratiquer. Laurent, une question sur les partenaires, évidemment, vous en cherchez. C'est quoi la clé? C'est évidemment les sous. Comment vous allez les attirer face à des mastodontes aussi, comme la SIG, comme le Racing, etc. Comment vous comptez faire? En fait,
La période qui va arriver là est plutôt faste entre guillemets pour le rugby, dans la mesure où il y a une Coupe du Monde qui va se jouer cette année au Japon et la prochaine Coupe du Monde va se jouer en France. Donc on espère que le rugby continuera à être médiatisé, donc ça c'est la première des choses. Ça le sera, forcément. Voilà. Donc comme le disait Michel, c'est le deuxième sport le plus médiatisé après le football et on espère pouvoir attirer des nouveaux partenaires de par le niveau de jeu qu'on doit retrouver avec notre équipe senior, mais également et surtout grâce à notre projet jeune qui s'appuie donc sur la formation des jeunes, aussi bien sur le plan sportif que sur le plan humain. On est persuadé aujourd'hui que des entreprises, des entrepreneurs sont prêts à nous soutenir dans cette démarche puisqu'on est là pour créer aussi la formation des hommes et créer un ascenseur social au sein du club. Dernière question, Michel Béret, vous faites une soirée partenaire ? Alors nous organisons une soirée partenaire jeudi prochain. Et bien sûr, qui dit partenaire dit que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter à travers le site Facebook. Exactement. Et nous vous répondrons avec plaisir. Nous avons besoin de toutes les forces vives du territoire. Voilà, le SAR, Strasbourg, Alsace, rugby par Facebook, vous aurez toutes les informations. Merci de l'afficher. Allez, ce que je propose, c'est le meilleur de nos terroirs avec Valérie Zago, c'est Apicurien. Au sommaire, ce soir, le Grand Cru Steingrübler, le domaine Stenbucher, un objet design et pour finir, un haute-côte de Beaune rouge. On va se régaler. Direction donc Wettelsheim pour ce Grand Cru, c'est ça ? Exactement. Donc ce Grand Cru, c'est à peu près sur 23 hectares. Il est classé parmi les sols marno calcairaux gréseux. Son nom signifie entre autres calcaire de pierre. Voilà ce que je peux dire déjà sur ce Grand Cru. Il y a des profils de terrain extrêmement complexes. Oui, c'est vraiment sa particularité sur ce Grand Cru. Sur le bas du Grand Cru, on va plutôt avoir effectivement des zones de calcaire mais gris compact. Au centre du Grand Cru, c'est plutôt des marnes calcaires. Plutôt à l'ouest, c'est là où on va trouver le grès, mais également une arête granitique. Ça, c'est pour le sol. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire des vins ? Alors, les Riesling ont toujours une acidité plutôt fine, avec une belle tension. Et un marqueur vraiment de ce Grand Cru, c'est le fait que quand le Riesling prend de l'âge, vous allez avoir des Riesling avec une belle minéralité, mais aussi avec des notes fumées. Et ça, c'est vraiment particulier à ce Grand Cru. Minéralité dans le Riesling, on connaît, notes fumées. Voilà, les notes fumées sont plutôt caractéristiques du cépage Pinot Gris. Et sur les Pinot Gris, on est plutôt sur des vins qui sont complexes, qui sont amples, toujours avec une extrême longueur en bouche et beaucoup de fraîcheur. Les Gewürztraminer, quant à eux, il faut les conserver quelques années en cave parce qu'il faut vraiment qu'ils se révèlent. C'est toujours des vins qui sont complexes et minérales et toujours d'un extrême équilibre. Une petite anecdote peut-être. Alors l'anecdote qu'on pourrait citer sur ce Grand Cru, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, enfin après la Première Guerre mondiale plutôt, c'est des vins qui étaient reconnus, mais pas sur les vins en monocépage. Ils étaient reconnus notamment du côté de Bâle pour des vins d'assemblage sur les Gentilles et les Desulker. D'accord. Une adresse à nous conseiller. Alors, un domaine familial, qui est le domaine Stens-Bucher, un domaine en bio. On a rencontré Stéphane Stens, on regarde. Vigneron. « 1928, quand j'avais 6 mois dans le biberon. Mais là, j'ai plus de référence, donc c'était 59 Pinot Gris de mon grand-père. Sur le Steingrübler aussi. Les agrumes. Il ne me reste plus que le 76. Alors dans 50 ans en Angleterre, et aujourd'hui dans le Val-de-Loire, surtout pour les Chenins et le Sauvignon. Moi j'adore comme les vignerons parlent de leur vin. L'objet de la semaine. Petit objet design ce soir, constitué de 5 petites pièces en verre. Michel Béret, une petite idée ? Auriez-vous une idée ? Quoi pourrait servir ce petit objet ? Un kit de décantation. Un kit de décantation. Allez, non, pas vraiment. Il n'y a pas une relation directe en fait avec le vin, c'est plutôt design. En fait, c'est 5 petits objets, notamment 4, qui servent en fait de bol pour l'apéritif. C'est un petit kit apéro. Et en fait, ça constitue... J'avais le kit. Ah, une bouteille. J'ai mélangé, mais voilà. Ça s'en sort bien. Ah, ouais. Et là, c'est pour mettre les petits pics apéro. Sympa. Je trouvais que c'était un bel objet. Voilà. Ça fait partie des petits objets. Vous n'avez pas votre téléphone sur vous, hein ?
Non. Non, d'accord. On vous le montrera une prochaine fois. Voilà. Le vin qu'on retrouve chez Apicurien. Alors, l'été arrive, hein, on y croit, les barbecues aussi. Le vin rouge, hein, pour aller sur les viandes grillées, je vous propose un Haute-Côte de Beaune. Donc, c'est un rouge 100% pinot noir. On est sur le clos de la Perrière. Donc, un clos, pour rappel, c'est un parcellaire clos de mur. Là, vous êtes sur le domaine Parigot, certainement l'une des plus belles références sur cette appellation. Le nez très expressif sur de la mûre, du cassis, des notes poivrées un peu épicées, un peu de vanille due à l'élevage. En bouche, c'est un vin extrêmement frais, très élégant, très digeste. Digeste dans le sens, vraiment, vous avez envie d'en boire peut-être un deuxième verre, très facilement. Le vin qui convient à tous les convives. Une très belle première approche pour connaître la Bourgogne. Après ultra sage pour un Bourgogne rouge. Est-ce qu'il y a un petit repas, un petit plat qu'on pourrait... c'est quoi, c'est un peu de charcuterie avec? Alors la charcuterie, oui, sans évidemment les cornichons. Marche toujours, ouais. Un petit rappel. Sans les cornichons. Sans les cornichons, qui va tuer complètement votre vin. Ouais. Ensuite, le canard un peu rosé, parfait, notamment avec une petite croûte de poivre ou une sauce au poivre à côté également. Et sinon, poulet grillé, tout simplement, avec des notes un peu de curry, vous voyez, pour les épices, parce que c'est un vin qui est relativement bien épicé. Le curry ne tuera pas le vin. Non, après, c'est une question de dosage. C'est toujours une question de dosage. Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Voilà. Voilà, toutes ces informations-là, évidemment, vous les retrouvez sur le site Apicurien, y compris les vins. Et on rappelle, évidemment, que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Il nous reste 20 petites secondes. 20 secondes, Philippe. Il faut venir à partir de 9h. 9h 10h 10h. C'est gratuit jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h et jusqu'à minuit, sans doute. Voilà, on risque pas de se faire flasher. Voilà. Ça sera la surprise. C'est les courses de caisse à savon. Longue vie au SAR. Voilà. Merci. À ce nouveau club, vous viendrez nous dire comment se développe ce centre de formation rugby que vous souhaitez faire en collaboration avec les collèges et l'université. Merci Michel. Merci à vous Laurent. Merci. On va repartir dans l'actualité, rendez-vous du logement et de l'habitat. C'est évidemment avec la Cibar. Et vous allez voir, vous vous souvenez les petits albums Panini? J'en avais plein. Vous en aviez plein. Voilà, mais vous n'avez pas un album Panini avec des vignettes de photos de la Méno? Non. Eh bien, c'est ce que nous propose Fanny maintenant. Moi, je vous dis à demain, rendez-vous à 19h. Merci encore de votre fidélité. Salut. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle édition de votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la Cibar. Vous avez sans doute déjà entendu parler des vignettes à collectionner de joueurs de foot. Eh bien, ce sont bientôt 30 lieux emblématiques du quartier de la Méno qui vont être répertoriés dans un street album par l'association parisienne Lu au Carré. Elle est déjà venue depuis plusieurs mois récolter des témoignages auprès des habitants et aujourd'hui, elle est venue à la rencontre des membres de l'association des locataires de la Cibar Méno pour découvrir un petit peu la vie de ce quartier et aussi de faire le tour des lieux emblématiques avec la photographe Paola Guigou. Je vous laisse regarder le reportage. Donc, le parc Schulmeister, il a été plébiscité, enfin c'est le lieu quasiment qui a été le plus de fois nommé, avec quelques autres lieux du quartier. Transposer la vie du quartier de la Méno dans un album de vignettes à collectionner, c'est l'idée de Lucille. Depuis plusieurs mois, elle multiplie les allers-retours pour repérer les lieux et rencontrer ses habitants, témoins du passé du quartier. Entre Crimerie, le Baghersee et ici le parc Schulmeister, en tout 30 lieux seront retenus pour apparaître dans l'album. Des lieux chargés d'histoire, parfois disparus, mais incontournables du quartier de la Méno. On avait envie de réaliser un projet artistique de territoire qui s'inscrive sur un temps plus long et qui soit imaginé du point de vue de celles et ceux qui y vivent. Qu'est-ce que c'est l'espace public? Comment on fabrique l'espace public? C'est pas forcément en coulant du béton qu'on crée de l'espace public. C'est aussi une histoire de rencontre, c'est une histoire de lieu de rencontre. L'œil de la photographe Paola Guigou accompagne aujourd'hui la compagnie dans sa démarche. C'est elle qui sera chargée de tirer les portraits de vie et de prendre les clichés qui seront la base de l'album. Je pense qu'on a envie de quelque chose de vivant dans ce street album, donc ça va être sur de la couleur, quelque chose d'actuel. Surtout qu'on risque de faire le pendant parfois avec des images d'archives qui elles seront certainement en noir et blanc. Donc comme ça on pourra faire un peu la différence et faire le pont entre
hier et aujourd'hui. Et pour mettre en œuvre ce projet, la compagnie a fait appel aux habitants du quartier de la Méno. Pour l'instant, 80 familles, des commerçants et des acteurs du quartier ont partagé leurs lieux préférés et souvenirs d'enfance, comme Jacqueline et Chantal ce matin. Membres de l'association des locataires de la Société immobilière du Bas-Rhin du quartier de la Méno, elles vivent ici depuis toujours. Les écoles, le centre culturel, la place de l'Île-de-France, la rue de la Canardière sont autant d'endroits qu'elles affectionnent. Ça fait connaître la Méno d'un autre angle, le côté historique que les gens ne connaissent pas forcément en habitant à la Méno, puisque ça a beaucoup évolué, beaucoup bougé, et donc il y a encore beaucoup d'anciens, et donc c'est toujours un plaisir de pouvoir parler un petit peu de l'époque que tout le monde a apprécié, je pense. Pour moi, ça représente comme un grand village, je le dis souvent, et on y fait de belles rencontres. Le quartier étant joli, on peut se diriger vers le Baghersee, comme le parc Schulmeister, le Racing est célèbre, on y vit bien. Grâce aux témoignages ce matin, une vingtaine de lieux ont déjà été recensés, des perles pour la compagnie artistique. C'était très riche, parce que l'album Panini de la Méno, ça va beaucoup être des lieux aujourd'hui, avec des tranches de vie en photo d'aujourd'hui, actuelles, mais aussi avec des clins d'œil sur les souvenirs passés, la mémoire, des lieux qui ont disparu, ou des photos d'archives qui sont remarquables et qui racontent aussi quelque chose de l'évolution du quartier. Une fois finalisé, l'album devrait être édité à 2000 exemplaires d'ici janvier 2020. Il sera distribué gratuitement et avec la complicité des commerces de proximité, les habitants du quartier pourront récupérer les vignettes sous forme de chasse au trésor. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle édition de votre Mag du Logement et de l'Habitat en partenariat avec la CIBAR. Nous allons partir jardiner avec les résidents de la résidence senior de Lingolsheim. Très bonne soirée et à bientôt.